C'est l'heure des partis pris. Pascal Roux, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Route ce soir, émission exceptionnelle avec Marine Le Pen à quelques jours de la décision de justice qui décidera de son sort politique, c'est-à-dire de sa possible candidature ou pas à la présidentielle. Le grand entretien avec Darius Rushbin. Et vous dites non, si c'est Jordan Bardella ou si c'est Marine Le Pen, ce ne sera pas pareil. Il y a bel et bien des différences. Oui, on a fait le jeu des 7 différences, je vais vous les détailler, mais d'abord, évidemment, officiellement, tout va bien dans le meilleur des mondes, et il n'y a qu'une seule ligne. Écoutez Jean-Philippe Tanguy ce matin sur France Info. Dans un binôme avec Marine Le Pen, il devait appliquer la politique de Marine Le Pen, mais justement, le bardellisme n'existe pas puisque c'était un marinisme. Moi, ça me paraît parfaitement normal. Le bardellisme n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, c'est la même ligne. Et pourtant, comme avant, il y avait des kremlinologues, aujourd'hui, les fins observateurs du RN, que sont mes confrères qui suivent au jour le jour l'actualité de ce parti, ils listent tous les jours, et on a listé 7 différences. Sur le fond et sur la forme. D'abord, la première, en pleine crise iranienne, de la guerre d'Iran, Marine Le Pen plaide pour la taxation des super-profits, notamment des compagnies pétrolières. Interrogé là-dessus, Jordan Bardella préfère répondre que dans un pays où il y a déjà près de 47% de prélèvements obligatoires, c'est pas la priorité d'inventer des taxes et des impôts. Deuxième différence, sur les retraites, sujet sensible. Marine Le Pen continue de dire que la retraite à 62 ans reste d'actualité, tandis que Jordan Bardella, sur LCI, affirme que le système n'est plus soutenable et qu'il ne faut pas de mesures d'âge, mais plutôt des mesures de durée de cotisation. Écoutez. Il nous faut bâtir le système de retraite qui permettra à la France au XXIe siècle d'asseoir sa soutenabilité économique et d'avoir un système plus juste où ceux qui ont commencé à travailler tôt partent plus tôt et où ceux qui ont commencé à travailler tard partent plus tard. Troisième différence, sur l'Europe, Marine Le Pen avait toujours désigné Angela Merkel comme son adversaire. Jordan Bardella, dans la même interview où il parlait des retraites d'ailleurs, au prestigieux Frankfurter Allgemeine Zeitung, il tend la main au chancelier Merz. Et il dit, on va faire des choses ensemble. Quatrième différence, d'ailleurs, alors que Marine Le Pen, dans un premier temps, ne veut pas voter la directive retour européenne, et qui prévoit notamment les centres de rétention pour les migrants indésirés, les troupes de Jordan Bardella votent au Parlement européen, en chœur avec le PPE, c'est-à-dire le parti de la droite de gouvernement, cette fameuse directive retour. Marine Le Pen a changé d'avis entre-temps. Cinquième différence, c'est mes confrères de l'Express qui le révèlent. Dans un séminaire récent conçu pour harmoniser les positions, justement, les deux chefs se seraient un peu opposés ou auraient discuté sur le port du voile dans l'espace public. Marine Le Pen restant pour l'interdire, Jordan Bardella jugeant que cela n'était pas réaliste. La question n'est toujours pas traitée selon mes confrères. Enfin, quand on leur demande de définir leur ligne, là j'ai envie de dire, ils sont honnêtes, ils disent vraiment le clivage. Écoutez. Je me positionne au-dessus de cela. Voilà, je suis ni de droite, ni de gauche. Mais j'ai toujours indiqué que beaucoup de valeurs qui étaient les miennes s'inscrivaient dans un ethos de droite. Voilà, donc ils ont eu beau dire... c'est pareil. Alors, oui, voilà, en fait, ils ont eu beau dire que ces différences montraient une complémentarité, elles montrent surtout la coexistence de deux visions. Le traditionnel populisme étatique d'une part et une doctrine plus libérale et moins eurosceptique d'autre part. Septième différence sur la forme. Sur la forme, il y a aussi des différences dans le style. Jordan Bardella, il a fait la une de Paris Match avec sa compagne la princesse, alors que Marine Le Pen, elle est plutôt en froid avec cet hebdomadaire. Et là, par contre, ce qu'on a de sa vie privée est très limité. Elle n'aime pas cet exercice-là. On l'a vu avec ses chats, on l'a vu dans une émission avant la présidentielle où elle a un tout petit peu dévoilé son intérieur. Mais c'est vrai que c'est pas du tout. Quand on sait que, d'ailleurs en interne, au sein du RN, tout le monde a commenté la photo de Jordan Bardella au Grand Prix de Monaco, en fait, on voit bien que le jeune possible candidat goûte plus aux mondanités et aux amitiés tropéziennes lorsque Marine Le Pen cultive son image de la fille de la Trinité-sur-Mer. C'est une différence de style qui compte quand on fait une présidentielle. Alors, qu'est-ce qui marque les électeurs ? Est-ce qu'ils s'inquiètent de ces différences ? Est-ce qu'ils en tiennent compte ? Quelle ligne est la plus rassembleuse ? Est-ce que les défauts, les insuffisances de l'un ou l'autre passent après l'envie de dégagisme des électeurs? En tout cas, les sondages montrent qu'ils restent très clairement en tête tous les deux.
que Jordan Bardella commence à prendre le pas en étant à 3-4 points de plus que son mentor. Et puis pour conclure, j'oubliais, parce qu'il y a une différence qui va peut-être disparaître. On le sait, Marine Le Pen attend sa décision de justice le 7 juillet prochain. Eh ben, depuis 2 jours, on a appris que les juges s'intéressaient à l'usage de fonds européens encore, mais cette fois par le groupe à Strasbourg, qui est dirigé par Jordan Bardella. Ça, ce sera possible, point commun à Abnous. Non, je trouve ça passionnant et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'avoir toute la rhétorique du Rassemblement national qui essaye de dire mais non, mais tout va bien, il n'y a pas, alors que c'est quand même plutôt flagrant. Pascal, votre parti pris économique, l'OCDE. Alors l'OCDE, vous allez nous expliquer ce que c'est. L'OCDE rend public ses préconisations pour la France et vous nous dites c'est un remède de cheval. Oui, alors organisation de la coopération du développement en Europe. Ça regroupe les grands États, les grandes économies, et alors, oui, souvent c'est un partage de savoir-faire, des échanges, des accords aussi. On se met d'accord sur des politiques sociales, fiscales, etc. Enfin, c'est une chambre dans laquelle il y a des données, si vous voulez, et on est capable d'appliquer des recettes de bonne gouvernance. C'est un peu ce qui nous est suggéré. Alors, il y a plusieurs directions de travail. L'OCDE nous dit, par exemple, vous allez devoir... C'est marrant parce que ça fait écho à ce qu'on a entendu ce matin. Là, c'est du sang et des larmes, je crois. Vraiment un peu du sang et des larmes. Du sang et des larmes. Alors, l'OCDE nous rappelle quand même quelques règles qu'on n'aurait pas dû oublier. Nous dit, par exemple, que s'agissant des retraites, quand on veut absolument conserver un système par répartition, c'est bien ça. On veut absolument un système par répartition, solidarité intergénérationnelle. Il faut veiller à l'équilibre démographique et au rapport entre les recettes et les dépenses. L'OCDE donc nous rappelle la règle de base. Dans un régime par répartition, chaque année, le total des pensions versées doit être égal au total des cotisations perçues. Or, ça n'est pas le cas. En 2024, j'ai pris ces chiffres, alors qu'ils sont pas dans le rapport de l'OCDE, mais qui illustrent ce que nous dit l'organisation. 360 milliards de pensions versées, 325 milliards de cotisations employeurs. Donc l'OCDE nous dit, si vous continuez sur cette pente, vous aboutirez à un déficit en 2035 de 15 milliards du régime et puis de 30 milliards en 2045. Donc pas de miracle, là, en substance. La population vieillit, la population active, c'est-à-dire celle qui paye dans le système qu'on évoque, se réduit. Conclusion de l'OCDE, alors c'est un chiffre, vous dites, vous, c'est du sang et des larmes, je sais pas, les autres Européens en sont là. C'est 64,7 ans. Il faudrait partir à 64,7 ans, avec, deuxième élément, sur le 64,7 ans, la réforme Borne, c'est donc un peu de l'homéopathie. On est revenu dessus parce qu'on l'a trouvé terrible, etc. Mais là, ils nous disent, en substance, vos voisins font ça. Alors, leur espérance de vie n'est pas réduite, ils sont pas épuisés en arrivant à la retraite, il n'y a pas plus de morts au travail, etc. Enfin, ce qu'un Allemand, un Danois, un Espagnol ou un Italien peut faire, je pense qu'un Français devrait pouvoir le faire. Et deuxième élément, donc, ils nous disent, c'est pas la fin. C'est pas tout à fait la fin, puisqu'il faudra indexer l'âge de départ sur l'évolution de l'espérance de vie, y compris l'espérance de vie en bonne santé. Et quand vous prenez, cet après-midi, j'ai consulté la carte des pays dans lesquels il y a cette connexion entre l'espérance de vie et l'âge de départ, c'est l'essentiel quand même des pays européens. Mais ils disent pas que ça sur les retraités, ils disent aussi les retraités eux-mêmes, il faut renoncer aux 10%. Alors, deuxième sujet, non, vous avez parfaitement raison. L'OCDE fait un constat qui n'est ni de droite ni de gauche. Effectivement, le phénomène auquel on est confronté, qui est un phénomène démographique, doit être corrigé. C'est pas suffisant. Ils nous disent, en substance, et c'est votre remarque, les 10% pour frais professionnels des retraités. Déjà l'énoncé du sujet. 10% de frais professionnels pour les retraités. C'est un peu choquant, quand même. Qui permettent de payer moins d'impôts. Ça permet, c'est une franchise, ça permet de payer un tout petit peu moins d'impôts. Au départ, ça se justifiait parce que, vous savez, une des règles qui avait été avancée, c'était de dire en substance, les retraités ne peuvent pas tricher parce que la pension, elle est connue de tout le monde, on va quand même leur garder les 10%. Bon, très bien. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut y revenir. Donc, réforme des retraites, suppression de cet abattement. Puis il y a deux autres choses. Il y a des augmentations d'impôts, il y a des réductions de dépenses, des augmentations d'impôts non dites. C'est pas présenté comme ça, c'est assez cosmétique, je l'admets, mais quand on parle de supprimer des allègements de cotisations sociales qui sont inefficaces, assortis d'effets d'aubaine pour les entreprises, qu'est-ce que c'est ? C'est une augmentation des prélèvements obligatoires. Troisième élément,
l'évaluation des aides publiques. Là aussi, j'ai gratté un peu cet après-midi. Ça paraît être du bon sens. Mais c'est du bon sens, elles sont mal calibrées. Je vais vous citer deux exemples très simples. Est-ce que les banques et la grande distribution peuvent légitimement postuler au crédit impôt recherche ? Pour moi, la réponse est non. Enfin, spontanément, j'ai envie de vous dire non. 2, les objets d'art, les voitures de sport, les appartements à la montagne, les bateaux de croisière méritent-ils de figurer dans la niche d'Utreil sur la transmission du patrimoine professionnel ? Là aussi, la réponse est un peu dans l'énoncé de la question. Alors, de quoi parlons-nous ? On parle d'augmentation d'impôts. La question la plus sérieuse, au fond, et vous pourriez probablement y répondre, ça n'est pas de savoir ce qu'il faut faire, mais qui va le faire et quand. J'ajoute cet élément, qui est un élément de conclusion. Pour les 25 prochaines années, et ça légitime tout le travail qui a été fait par l'OCDE, en Europe, pour 100 personnes de 20 à 64 ans, les plus de 65 ans passeront de 33 à 52. CQFD. Et vous disiez la fin des subventions aux énergies fossiles. C'est vrai que là aussi, ça entretient les émissions de CO2 qu'on essaye de réduire par ailleurs. Donc il y a aussi un côté du serpent qui se mord la queue. Mais ça veut dire que n'importe qui, quel que soit celui qui sera élu, même s'il vous dit le contraire avant, il sera face à un mur et une réalité. Bien sûr. Abdous, et pendant ce temps, il y a des présidents qui, eux, s'enrichissent personnellement, stupéfaction, même si certains s'y attendaient, à la lecture des revenus de Donald Trump pour les derniers mois. Vous nous dites une présidence en or. Et ça va bien avec le personnage, vous connaissez tous l'histoire du roi Midas, sa tragédie qui était très riche, parce que dès qu'il touchait quelque chose, il se transformait en or jusqu'à sa nourriture. C'est la malédiction de Midas qui ne pouvait plus se nourrir puisque l'or n'est pas digeste. Eh bien, Donald Trump, tout ce qui touche se transforme en or, mais par contre lui, point de malédiction pour l'instant, il survit joyeusement. Il a donc publié sa déclaration de patrimoine. Accrochez-vous, plus de 2 milliards 200 millions de dollars de revenus déclarés pour la seule année 2025, et Forbes rajoute que sa fortune personnelle a presque triplé depuis son retour au pouvoir, donc en 2 ans, passant justement de 2,5 milliards à 6 milliards. Jamais Trump n'a été aussi riche depuis qu'il est redevenu président. Alors, d'où tire-t-il cette augmentation de patrimoine ? D'où la liste à elle seule, j'avoue, c'est un peu un poème surréaliste et je vous assure que tout ce que je vous raconte est vrai. Donc voilà d'où il tire. Il y a la Bible, oui, la vraie Bible, la Bible pour de vrai, la fameuse God Bless de USA Bible, reliée en cuir, imprimée en Chine pour $3 pièce et qui est vendue $60, mais vous pouvez l'avoir à $1,000, s'il vous plaît, avec la signature du président. Et c'est 1 300 000 $ de royalties dans les poches présidentielles. Il y a aussi, c'est extraordinaire, les montres Trump, 4,7 millions de revenus. Il y a le parfum, $249 le flacon. Sans oublier les baskets dorées, la guitare, le téléphone Trump Mobile, les livres de photos où on voit sous plusieurs angles les fameuses photos de Trump qui échappent à l'attentat. Et ça se vend et ça cartonne. Et il y a évidemment la crypto-monnaie. Alors là, j'allais dire carton plein, 1,4 milliard de dollars en une année, dont 500 millions qui viennent directement de la World Liberty Financial, qui est l'un des boîtes de famille, la famille Trump, rajoutant encore les 635 millions de dollars qu'il a gagnés en revendant sa crypto-monnaie, la crypto-monnaie à son effigie, lancée 3 jours avant son investiture. Et c'est le même homme, et alors là c'est amusant, c'est pour l'anecdote, en 2021, souvenez-vous, Trump qualifiait la crypto d'arnaque et de désastre en préparation, fin de citation. Eh bien, il en est devenu le premier promoteur mondial après avoir fait de son gouvernement les régulateurs. Donc oui, si vous vous posez la question, il est en même temps l'arbitre et le joueur. Et quand on lui demande directement, comment est-ce qu'est-ce qu'il possible ? pense de tout ce pognon de dingue? Voilà ce qu'il répond. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash. Alors 85%. Hop. Et donc c'est à cet instant précis que normalement, comme moi, pendant que j'étais en train d'écrire ce parti pris, vous dites, il y a quand même l'air d'avoir collision sévère entre la présidence et la fortune privée.
Eh bien, pas qu'un peu. Prenons juste un exemple qui, je pense, illustre l'ensemble, c'est l'Arabie Saoudite. Vous vous souvenez, les fils Trump, Eric et Don Jr., qui se rendent en Arabie Saoudite avant Donald Trump et signent pour la Trump Company. Qu'est-ce qu'ils signent? Une tour Trump à Jeddah, un complexe de villas et de golf de Riyad, le tout adossé au fonds souverain du prince héritier, pour être très précise. Puis le père arrive, là en tant que président des États-Unis, après le passage des fils, et là il signe à son tour, mais cette fois pour les États-Unis. Et donc là, c'est parti, les avions de chasse F-35, le pacte de défense et la technologie nucléaire. Et c'est pas fini. Pendant ce temps-là, le gendre Trump, Jared Kushner, le mari de sa fille, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme qui a négocié la paix à Gaza au nom des États-Unis. Moi, je l'appelle un peu la tête chercheuse des affaires juteuses à l'international. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dirige un fonds d'investissement qui a reçu 2 milliards de dollars du fonds souverain saoudien. Donc ça fait un petit peu, ça a l'air. En même temps, c'est cohérent, c'est assez cohérent. C'est un conflit d'intérêts déroulé sur un tapis rouge. Mais Abnous, comment ça passe? Le conflit d'intérêts, voilà. Personne ne s'en offusque visiblement. Et alors, j'ai vraiment beaucoup réfléchi et je me suis dit, ça passe parce que le spectacle. Vous vous souvenez, Trump, dans les années 2000, quand il était ruiné et endetté, ce qu'il a sauvé financièrement, c'est quand il a accepté cette émission de télé-réalité qui était de Apprentice, celle il renvoyait les gens avec le You're Fired, qui est d'ailleurs une marque déposée par Trump. Toujours moyen de se faire du pognon quelque part. Eh bien, la présidence de Trump, je pense surtout ce deuxième mandat, c'est un peu The Apprentice saison finale. Les conférences de presse permanentes à la Maison-Blanche, on n'a jamais vu ça. Les annonces à rebondissement, cette manière vraiment comme une série de feuilletonner la Maison-Blanche, la vie à la Maison-Blanche et sa politique. C'est une mise en scène qui en devient hypnotisant comme une télé-réalité. C'est-à-dire que vous êtes scotché dans une certaine manière. C'est comme si... Et on dit toujours, on regardait les images quand il... allez, attendez, merci, thank you, President Trump. C'est comme si ces guignolades rendaient les conflits d'intérêt pas bien sérieux, comme si le spectacle noyait tout le reste. Et pourtant, juste sur la crypto-monnaie, réfléchissez qu'aujourd'hui, un fonds souverain étranger... comme ça au hasard, parce qu'on a parlé de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens, ils peuvent, en achetant un jeton de crypto-monnaie, soit faire plaisir au président des États-Unis, soit en le revendant, lui faire du chantage. C'est quand même pas rien. Et pour finir, je pouvais pas empêcher, j'ai tout à coup mes revenus, parce que j'ai le livre dans ma bibliothèque en face de moi. J'ai le grand livre des rois de l'un des plus grands poètes persans, Ferdowsi, qui dit dans ce livre qu'un roi qui confond son trésor et celui du royaume perd les deux. Donc, comme je pars du principe que Ferdowsi a toujours raison, eh ben, affaire à suivre. Vous nous annoncez le résultat de la présidentielle en 2028. Le régime américain est un exemple des contre-pouvoirs. Ouais, ils ont disparu. C'est possible. Hypnose totale. C'est possible qu'ils disparaissent. Mais dans l'esprit des gens, déjà, ils ont disparu. Ah non, parce qu'ils visiblement. regardent le spectacle. Vous nous expliquez que tout le monde s'en Il n'y a moque. pas d'opposition, là. Non. Bah, vous vous rendez compte, vous faites quelque chose comme ça comparable ailleurs. L'opposition est vent debout. Non, et puis après, aux États-Unis, attendez, on adore la réussite et le fait qu'il l'affiche et qu'il en fasse une force en disant « Vous avez bien fait de m'élire, moi je suis bon pour les affaires, donc ce qui est bon pour moi est bon pour vous. » Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.